je vais maintenant passer la parole à Diego Paz, qui est doctorant en psychologie et sciences politiques, avec pour spécialité les études de genre, en co-tutelle entre l'Universidade Católica de Pernambuco et l'Université Paris 8. Aujourd'hui, sa présentation est intitulée Se réinventer pour réexister ou exister, capacité d'agir et production de soi face aux LGBT-phobies dans le contexte politique brésilien. Oui, vous m'entendez bien? Je suppose, Parfaitement. oui. Oui? Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie d'abord aussi aux membres de l'organisation pour la création de cet espace de discussion et réflexion à propos de sujets qui sont très chers à nous toutes et tous. L'intérêt de ma communication, comme a été dit, c'est réinventer pour exister, résister, la capacité d'agir et reproduction de soi face aux LGBT-phobies en contexte politique brésilien. Bon, cette intervention est un extrait d'une recherche de doctorat inscrite au programme des masters et doctorats en psychologie à l'Université catholique du Pernambouc, à l'UNICAP, au Brésil, et d'autre part au département d'études des genres à l'Université Paris 8 en France, dans le cadre d'une co-tutelle de thèse. Bon, je commence. Je suis descendu à l'arrêt du bus et je suis venu en marchant vers l'école où je travaillais. Mais avant, j'allais à la salle de sport, qui était une salle de sport où j'allais donner un cours, une classe de personnes âgées qu'un ami à moi avait trouvé. Et puis, à la sortie du bus, en traversant vers la place qui était à côté, comme j'allais travailler, je suis allé en bermuda, en t-shirt normal basique, lunettes, lunettes de soleil, cheveux au chignon, sans vernis à l'ongle, sans rien. Parce qu'après, j'allais travailler à l'école et je ne pouvais pas mettre ça. Le plus neutre possible. Comme je l'ai dit, j'allais un garçon. Du coup, quand j'ai traversé, un premier mec, un petit comme ça, il s'est tourné vers moi et regarde ça, Bolsonaro a gagné, tu vas mourir, fils de pute. Du coup, j'ai regardé et j'ai continué à marcher. Mais sur la place, il y avait encore ces bases carrées en béton qu'on fait pour fixer les drapeaux, comme un porte-drapeau. C'était quand ils étaient là, ils étaient plus proches comme ça, et ils en avaient un plus grand, un mec plus grand. Celui-ci a fait « Eh, sale pute, regarde, sale pédé, c'est que tu mérites ». Ils avaient un truc comme ça dans la main, et du coup, il a couru, mais là, j'étais déçu. Et au moment où il courait, et les jetait, j'ai couru aussi. Tout ce que je sais, c'est qu'il a lancé la pierre, elle s'est brisée et les éclats ont touché mon mollet. Et tout le temps, pendant les bordels avec la pierre, il criait « Tu vas mourir, fils de pute, ton sang ne vaut rien ». En arrivant à l'arrêt du bus, de l'autre côté de la rue, j'ai dit très stressé « Ça fait même pas 24 heures que ces connards ont gagné et les gens font déjà ça ». Du coup, une dame qui était à l'arrêt du bus m'a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je commençais à lui raconter. Après avoir tout raconté aux gens qui étaient à l'arrêt du bus, on me disait « Les pauvres, les pauvres, euh, les pauvres, les pauvres, tu vois ?» D'autre part, il disait aussi « Mais à partir de maintenant, ça va être comme ça, mon fils. » Bon, après avoir été agressé, j'ai tout effacé de mes réseaux sociaux, tout ce qu'il y avait écrit pas lui, ça veut dire Elina. J'ai tout supprimé de mon Facebook après que ça m'était arrivé. J'avais trop peur de représailles. J'ai cassé tout ce que j'avais contre le gouvernement actuel. Bon, ces récits, recueillis lors d'un entretien, a été produit pendant un travail de terrain que j'ai réalisé au Brésil au mois de juillet à août de 2019.
Dandara, un prénom fictif que j'utilise pour rendre hommage à une femme travestie qui a été assassinée au Brésil à l'année 2018, est une femme trans de 28 ans qui vit dans les quartiers de la Várzea. C'est à la banlieue du Recife, située au nord-est du Brésil, ville où elle est née. Bon, la scène narrée par Dandara s'est déroulée au lendemain du deuxième tour de la présidentielle brésilienne de 2018, le lundi 29 octobre plus précisément. Bon, ces récits s'insèrent dans les cadres social et politique plus larges d'un Brésil contemporain qui m'a inspiré à produire les réflexions suivantes. Au Brésil, la victoire contre la violence articulée aux préjugés et à la discrimination basée sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, nommée homophobie ou LGBT-phobie, représente un considérable défi. D'après les derniers sondages, les chiffres concernant ce type de violence ne sont guère rassurants. Par exemple, le rapport du groupe gay de l'État de la Bahia, qui est l'une des principales sources des informations à ces propos, étant donné la lacune gouvernementale concernant les données officielles. Bon, selon les groupes gays de la Bahia, ils ont indiqué 320 homicides et 100 suicides de personnes LGBT en 2018 au Brésil. Selon cette enquête, une personne LGBT meurt tous les 20 heures au Brésil. Cela devient encore davantage alarmant depuis les derniers événements politiques, à savoir la victoire du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro à la présidentielle d'octobre 2018. Ouvertement nostalgique de la dictature militaire qui au Brésil a duré des années 1964 à 1985, celui-ci s'est depuis des années illustré par des déclarations ouvertement sexistes, racistes et aussi, et ce qui nous intéresse plus ici, LGBT-phobes. Les effets du discours les discours de haine disséminés et vulgarisés dans la parole de ces politiciens ont été déjà perçus dès la période qui a précédé les élections. Je parle un peu de ces contextes. Les activistes et organisations de défense des droits humains ont attiré l'attention des médias brésiliens et internationaux également sur une vague de violences déclenchée pendant la présidentielle de 2018. Les cibles étaient notamment les minorités politiques, comme notamment les minorités dans un sens politique, je voulais dire, comme les femmes, les personnes noires et aussi les LGBT. Par exemple, une enquête qui a été réalisée qui s'appelait Violence contre les LGBT dans les contextes électoraux et post-électoraux, réalisée par l'association et revue Généraux et Numéros, au genre et les chiffres, qui a enquêté 400 personnes auto-identifiées comme LGBT dans les espaces de sociabilité des villes de São Paulo, Rio de Janeiro et Salvador, deux villes du sud et une ville au nord-est, indique que 51% des personnes enquêtées ont vécu au moins un épisode de violence associé au contexte électoral de 2018, c'est-à-dire la période qui s'étend depuis les campagnes électorales, les premières et les deuxièmes tours de l'élection, et la période post-élection et les premières semaines du mandat du nouveau président. Quelques personnes en auraient même plus qu'un épisode de violence subi par les mêmes circonstances. Dandara, dont l'extrait de son récit a été présenté dans l'introduction, a vécu cette réalité dans sa chair. La violence perçue de façon alarmante, voire dramatique, durant les processus électoraux ne s'est pas dissipée, étant donné l'arrivée de l'extrême droite bolsonariste au pouvoir. D'ailleurs, l'effet symbolique est aussi toujours présent, ce qu'a mentionné Dandara à la suite de notre entretien. Je la cite. Peu de choses ont changé. Les choses se passent. Tout le monde vit de la même façon. Tout le monde vit sa vie malgré tout. Comme je vivais dans un rôle d'homme professionnel, je n'ai pas vécu trop de choses. Comme je ne vis pas dans le monde, je suis toujours chez ma mère, au travail, chez les coiffeurs,
pour ne pas vivre des situations compliquées. Mais au début, quand il a gagné, c'était très dur. Pourtant, si d'un côté, les paroles de Bolsonaro ont donné l'autorisation à ses partisans de s'aligner sur les discours dominants et de sortir le préjugé du placard, la politisation et l'engagement des minorités sont venus aussi en réponse. Je parle un peu de réaction à ces mouvements. De ces mouvements réactionnaires qui a eu lieu au Brésil à cette période. En réaction à l'irruption de ces néofascismes au Brésil, des mouvements de résistance se sont fait entendre dans et dehors l'État. D'un côté, ceux qui manœuvrent à l'intérieur de l'État dans les ventres du monstre, comme dire Donna Haraway, on observe au niveau national une augmentation de presque 400% des candidatures LGBT lors des scrutins de 2018 par rapport à 2014. Au niveau local, à Recife, la ville où s'est déroulé mon travail du terrain, des initiatives créatives élargissant les possibilités d'action des minorités dans le champ politique ont aussi eu lieu. Tel est le cas, par exemple, des juntas. Juntas, au Tous Ensemble français, a été nommée une candidature partagée qui fut élue au sein de l'Assemblée législative du Pernambouc, au nord-est du Brésil, une mandate, c'est-à-dire les noms féminins adoptés par les groupes au lieu du masculin mandat, au sein de laquelle 5 femmes féministes ont pris des décisions d'une manière collégiale. C'est une candidature partagée, ce qui est possible par la législature brésilienne. D'autre part, des rassemblements, des millions de femmes ont occupé les rues de plusieurs villes du Brésil et du monde, y compris Paris, autour de la hashtag le mot dièse ele não, ou en français, pas lui. Les femmes contre Bolsonaro, le nom du mouvement, a été un mouvement d'engagement populaire par la voix des trames puissants des réseaux sociaux, résonnant avec d'autres minorités politiques telles que les personnes noires et LGBT, et les ont coalisés en faveur d'un objectif au moins provisoire commun. Par exemple, les jours des scrutins, les opposants à les jours de scrutin, les opposants à l'anti-intellectualisme bolsonarien sont allés voter avec des livres dans les mains, parce qu'il y avait un mouvement qui attaquait beaucoup les discussions sur les études des genres et sexualité au niveau de l'université. Et du coup, les personnes qui s'est opposées à Bolsonaro ont allé voter en portant des livres dans les mains. Les messages qu'ils voulaient passer, c'était celle qui est devenue l'un des mots d'ordre contre la promesse de la campagne du candidat Bolsonaro de flexibiliser les ports d'armes, qui était plus de livres, moins d'armes. Bon, suite à une fin orageuse en 2018, avec tout ça, ce que je essayais de résumer ici, le début de 2019 a été marqué par exemple, la ministre de la Femme, dans une façon essentialisante des femmes, mais aussi de la famille et des droits humains, Damares Alves, qui a déclaré à voix haute, je la cite, « Attention, attention, c'est une nouvelle heure au Brésil. Les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose. » C'était la ministre qui a déclaré ça lors de la suite de l'investiture de Bolsonaro. Mais après tout ça, nous avons pris un souffle d'espoir quand la Cour suprême brésilienne a annoncé le jugement sur la criminalisation des LGBT-phobies pour le mois de février, juste après. Ainsi, par 8 votes contre 3, la Cour suprême a rendu équivalente les LGBT-phobies aux crimes de racisme jusqu'à ce que le Congrès national élabore une loi spécifique qui va réglementer les LGBT-phobies au Brésil. Et par 10 votes contre 1, elle a reconnu
aussi les retards de la dette du Congrès national sur ces sujets. Bon, au-delà de la victoire que nous avons eue, les jugements autour de la criminalisation de l'homophobie par la Cour suprême brésilienne, qui s'est tenue en 6 séances, dès février à juin 2019, a remis les débats sur la violence contre les LGBT-phobies, encore une fois, à l'ordre du jour, soit dans les débats publics, dans les médias, dans les réseaux sociaux et aussi dans nos relations du quotidien. Cet épisode nous a fait aussi remarquer que les termes homophobie, malgré ces défis conceptuels à surmonter comme l'héritage psychopathologique toujours présent dans les suffixes phobie et les recouvrements des groupes opprimés qui ne sont pas représentés dans le préfixe homo, ces termes apportent toujours une puissance politique non négligeable. Ces contextes politiques s'est déployé dans la vie quotidienne des personnes que j'ai enquêtées au cours de ma recherche de terrain. Dès surcroît, l'expérience de celles et ceux avec qui j'ai travaillé nous apprend 1. Que la subjectivité des LGBT est fabriquée dans un rapport de force fréquent avec les LGBT-phobies et 2. Que la capacité d'agir pour certains et certaines s'est réduite parfois à la survie face à ces contextes hostiles. Dandara, mon enquêté, dont les récits j'ai privilégiés dans cette communication, résume mes propos dans quelques affirmations. Je la cite. « Je trouve que ça m'a permis d'en tirer des leçons. Je dis pas que à cause de la violence que j'ai subie, je vais jouer la victime. J'ai dit, en revanche, que la violence que j'ai subie a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. » Bref, les subjectivités des LGBT, ou la subjectivité LGBT, si on pourrait dire comme ça, fait ces jeux de mots, sont façonnées dans les pratiques qui ont eu lieu en rapport réitéré avec la violence. Mais ces formes particulières de subjectivité sont aussi un moyen de vivre et de sous-vivre la LGBT-phobie ou avec l'LGBT-phobie. La subjectivité, en ces cas, est l'effet et l'instrument de la capacité d'agir. Bref, résister, c'est réinventer. Pour finir, enfin, avant de continuer notre conversation au cours du débat, je souligne l'importance historique des événements comme celui-ci, dont les réflexions pourront contribuer à une reprise future au Brésil d'un état de droit démocratique au sein duquel les politiques des droits humains auront à nouveau une pertinence dans la formulation des politiques publiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que la violence contre les personnes LGBT, cette violence fondée sur les préjugés et la discrimination par rapport à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, soit combattue et non pas encouragée. Je vous remercie.